Amis du Puzzle de la Vérité, bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui je vais avoir une invitée qui est une maman. Donc, est-ce que Sandra, elle est là? Bonjour Sandra. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Ou bonjour, ça, parce qu'on est juste à la limite des deux, donc on peut dire bonjour ou bonsoir. C'est pas grave. Sandra, tu es mon invitée aujourd'hui parce que, tu vas te présenter et surtout, c'est toi qui vas dire le sujet qu'on va développer, qui va être un sujet, on va dire, assez dur, mais un sujet qui est nécessaire et en plus qui a un peu d'actualité parce que ça commence à faire du bruit. Sandra, je te laisse la parole. Vas-y, présente-toi et dis-nous pourquoi tu es là et de quoi tu vas parler. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sandra Doué. Je suis une ancienne enfant placée et je vais parler ce soir de mon placement en tant qu'ancienne enfant placée et aussi du placement abusif et inversé de mon fils. D'accord. Bon, eh ben, c'est un sujet grave, mais un sujet nécessaire à dévoiler, à faire savoir et à faire connaître aux gens. Et l'émission Le Puzzle de la Vérité a le mérite de faire aborder ces sujets-là avec des mamans. Alors vas-y Sandra, je te laisse déjà parler du premier volet. Vas-y, raconte-nous ton enfance. Eh bien, j'ai été placée en 1987 dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance par une assistante sociale et un éducateur de la sauvegarde de l'enfance parce que ma maman était, d'après eux, dans une situation précaire. Ma maman a été aussi victime de violences conjugales et bien malgré qu'elle ait quitté mon papa, elle avait des difficultés pour nous élever, d'après eux, bien sûr, hein, d'après l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ils sont venus un jour où ma mère a été voir l'assistante sociale pour lui demander de l'aide. Eh bien, ils sont venus nous chercher à la maison. De 1987 jusqu'à ma majorité, donc j'ai été placée. J'ai été beaucoup placée, déplacée, replacée. Je peux te poser une question, Sandra? Quand on t'a enlevé de ta maman, tu avais quel âge exactement? Oui, j'avais 4 ans. D'accord. Voilà. C'était une information complémentaire, excuse-moi. Je t'en prie. Voilà, ma maman, à l'époque, faisait les saisons pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et puis un jour, elle a eu un mois plus difficile que les autres. Donc, comme je vous disais, elle était voir l'assistante sociale. Et à partir de là, elle a eu un signalement. Et il y a un éducateur social qui, du coup, a été chargé de s'occuper de nous, qui n'a pas voulu s'occuper de nous, qui a décidé de notre placement. Nous avons donc été placés en foyer, toutes les 4 dans un premier temps, dans le même foyer. Dans ce foyer, nous avons été séparés, mises 2 par 2, 2 dans un groupe et 2 dans l'autre. On se voyait, mais uniquement dans la cour de récré, on va dire, du foyer. Et puis pour le reste du temps, on ne se voyait pas beaucoup. D'accord. C'est triste. C'est déjà très triste rien que d'entendre ça. En fait. Ensuite, dans ce foyer, j'ai connu beaucoup de violences, d'attouchements sexuels de la part d'autres enfants, de la part d'éducateurs aussi, pour certains. Nous avons aussi vu beaucoup de jeunes se droguer, voler, fuguer. Moi, pour ma part, la première fois qu'on m'a touchée sexuellement, j'avais 5 ans, par un plus grand du foyer, hein, donc. Et puis, je vivais beaucoup de violence. J'étais un petit peu le Calimero du foyer, Rémi sans famille. Et c'est moi souvent qui était un petit peu... c'est moi qui prenais tout le temps. Dès qu'ils en avaient après quelqu'un, c'était moi qui prenais. Les éducateurs, souvent, quand on n'écoutait pas ce qu'ils nous disaient ou quand on était un petit peu trop turbulent,
eh bien, ils nous privaient de manger, ou alors ils nous mettaient des gouttes pour nous calmer. En fait, c'est des genres de drogues, hein, de psychotropes, qui nous abrutissaient. Voilà. Et dans toute cette période au foyer de l'enfance, j'ai connu qu'une seule éducatrice et un éducateur qui ont été quand même, faut le dire, adorables avec moi. Voilà, je tiens à le dire aussi parce que c'est très important. Hein, il n'y a pas que personne. Voilà. Cette éducatrice était très douce avec moi. Elle avait un peu le rôle de ma maman. Elle me lisait des histoires le soir. Des fois, elle me prenait le week-end chez elle alors qu'elle n'en avait pas le droit quand les autres étaient en famille et pas moi. Elle a vraiment été adorable. Et puis pour l'autre éducateur, lui, il m'a appris tout ce qui était la montagne, la musique, la pêche, tout ce que j'aime encore aujourd'hui. Et je suis devenue artiste plus tard grâce à lui. Donc là, Sandra, dans ce que tu expliques, c'est très important. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quoi si j'avais un petit commentaire à faire, d'accord? C'est que les services sociaux de l'enfant, d'accord? Quand ta maman va chercher de l'aide, au lieu d'avoir simplement une formule qui aurait été très simple, d'avoir une petite aide financière pour passer une étape difficile, eux, ils prennent ce prétexte-là pour enlever les enfants. D'accord? Voilà. Ça, c'est déjà une erreur, mais colossale. Donc là, on découvre que c'est bien un mécanisme qui fait un business. OK? Donc ça, c'est la première des choses qu'on découvre. Mais dans ce que tu viens de dire, dans les quelques mots que tu viens de dire, on découvre aussi qu'au sein même de ces services sociaux-là, tu as des gens très bien comme tu as des gens très pervers. On est d'accord avec ça? Hein? Oui. Oui. D'accord. Bon, voilà, c'était la partie que je voulais faire pour que les gens comprennent bien, d'accord? Qu'on met en accusation, mais qu'on ne met pas en accusation tout le monde. C'est le mécanisme qui est derrière, qui est pervers. Et quand on tombe sur des pervers, eh ben, ça donne ce que tu as subi. Je te laisse continuer, Sandra. Alors, je vais faire court quand même hein, par rapport au foyer parce qu'il y en a long à dire. Quelques années plus tard, donc toujours le même éducateur social qui a décidé de notre placement, lorsqu'il s'est rendu compte que j'ai été violée et que je commençais à en parler dans le foyer, que je commençais à faire du bruit, à me révolter en fait hein, en tant qu'enfant victime de viol, il a décidé de me séparer de mes sœurs et de me mettre en famille d'accueil. D'accord. Et là, avec quel âge? J'avais 8 ans et demi, 9 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, à mes 9 ans, il me met dans ma première famille d'accueil. Cette famille d'accueil, au début, était très gentille. Puis, avec les mois qui ont passé, est devenue très méchante. Par exemple, elle me battait souvent. Elle racontait à tout le monde, à ses amis, quand elle invitait des gens chez elle, que j'étais sa fille, qu'elle m'avait adoptée, ce genre de choses. Donc, moi, je faisais des crises en lui disant « Mais non, tu n'es pas ma maman. J'ai qu'une seule maman et ma maman, je l'aime. » Cette famille d'accueil me faisait faire des devoirs en plus de ceux de l'école. Et je n'avais pas le droit de manger tant que je n'avais pas fini tous les devoirs. Donc, ceux de l'école, plus ceux qu'elle m'imposait, plus les violences physiques et psychologiques, puisqu'elle me disait de toute façon que j'étais qu'une moins que rien, que j'étais une cancre à l'école, ce genre de propos indécents pour une enfant. Et puis, les violences physiques, par exemple, quand je refusais de l'appeler maman, elle me frappait souvent et elle m'obligeait à l'appeler maman. Et un jour, j'étais en train de faire des devoirs et j'en ai eu marre et j'ai balancé la règle comme ça. C'était un devoir de géométrie que je n'arrivais pas à faire, qu'elle m'avait donné. Et j'ai cassé la pendule, la vieille ancienne pendule de sa grand-mère ou de je ne sais qui était une pendule assez jolie, aisée. Et alors là, j'ai subi le pire des châtiments. Elle m'a
Elle m'a frappée, bien sûr, et puis après, elle m'a mis dans l'eau froide, dans un bain d'eau très froide. Elle me coulait la tête dedans, elle essayait de me noyer, en fait. Ma maman, après avoir su ça, s'est interposée toujours avec le même éducateur. Le même éducateur n'a pas jugé bon de me changer de famille d'accueil ou quoi que ce soit. Il a dit que je restais là-bas et il a un petit peu grondé la famille d'accueil. Quelques temps plus tard, la famille d'accueil, comme vous le voyez, j'ai les oreilles un peu décollées, cette famille, hein. Et elle a absolument voulu m'opérer pour me recoller les oreilles. Donc ma maman s'est encore interposée pour ne pas que cette opération se fasse. Donc elle n'a pas eu lieu. Et voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que depuis que j'ai 5 ans, donc depuis le foyer, entre le foyer et la famille d'accueil, donc depuis mes 5 ans, j'ai fugué à de nombreuses reprises des foyers et des familles d'accueil tout simplement parce que je n'étais pas bien là où j'étais. Oui. Et j'étais voilà, j'étais malheureuse, quoi. Je voulais juste être avec ma maman et retourner chez elle. Voilà. Ben ça se comprend au niveau d'un comportement. D'accord? Tu fuyais le mal, en fait. C'est tout. Hein. Ensuite, Donc là, on arrive à cette fin d'épisode de la garde où ça dure encore combien d'années? Ça a duré de quelle année enfin, combien d'années ça dure au total, ça? peut-être 1 an ou 2, quelque chose Ouais. comme ça. L'éducateur social, toujours le même, qui travaillait donc à la sauvegarde de l'enfance à l'époque. Il était juste éducateur à l'époque. Lui a décidé de me déplacer et quand il venait me voir, il disait à la famille d'accueil ou au foyer dans lesquels j'étais placée, qui m'amenait pour soi-disant mon suivi, hein, manger des crêpes ou des trucs comme ça. Et en fait, oui, on allait manger la crêpe. Oui, sauf que sur la route, il s'arrêtait sur le chemin, dans la voiture, et puis il m'a touchée au tout début. C'était juste des attouchements, comme on dit, des touches pipi. Il me touchait les seins, il me touchait kiki. Il me demandait de le toucher lui, de prendre son serpent dans les mains, ce genre de choses. Et puis, à mes 11 ans, il a été beaucoup plus loin. Et quand il a fait, j'en ai parlé à d'autres éducateurs. Et les autres éducateurs, ils ont décidé de me changer de département pour avoir un autre suivi. Parce que là, tu Notamment, étais dans quel département, Sandra? Là, tu étais dans quel département? j'étais dans le 65, Dans le 65. dans les D'accord. Hautes-Pyrénées. D'accord. Et après, ils t'ont basculé dans quel département? Ils m'ont basculé dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc dans un département voisin. Ouais. Là, je suis tombée sur une éducatrice que j'appelle Rélulu, qui, elle, s'est rendue compte, en fait, de tout ce que j'avais subi. Et c'est l'une des seules rares éducatrices à m'avoir cru et aidée. Elle m'a donc fait ausculter. Donc, ils se sont bien rendus compte que j'avais subi des sévices sexuels. À partir de là, j'ai rencontré un psychologue, Monsieur P, dans cette structure. Monsieur P a fait un énorme travail avec moi sur les traumatismes. Ouais. Et quelques temps plus tard, bizarroïdement, quand Monsieur P a fait les signalements à sa hiérarchie, il est décédé. Voilà. Alors, tu penses qu'il avait quel âge quand il est décédé? Tu as une idée? Non? Maximum 50 ans. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il est décédé accidentellement, tu penses? Ou on l'a aidé à mourir? J'en sais rien, je saurais pas dire. En tout cas, ça m'a beaucoup travaillé toute ma vie. Et je me suis toujours demandé s'il était décédé de sa santé, comme ça a été dit, ou s'il était décédé pour d'autres raisons, parce que il aidait beaucoup d'enfants victimes de violences sexuelles notamment. Voilà. Donc, alors, on va pas épiloguer sur ça. On va laisser les gens penser par eux-mêmes, d'accord? On va laisser les gens en déduire eux-mêmes ce qu'ils peuvent en penser, d'accord?
comme ça, il n'y a pas d'accusation. Mais pour ma part, je pense qu'il a subi son élimination. Voilà. Ça, c'est mon avis, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. D'accord? Vas-y, Sandra, continue. Voilà, et donc ensuite, Lulu, donc cette éducatrice, m'a placée dans une nouvelle famille d'accueil. Alors là, dans cette famille d'accueil, j'étais super bien. Je l'appellerai Nounou. Nounou m'a beaucoup, beaucoup donné d'amour, énormément d'amour. Avec son mari, Nounou numéro 2, avec D'accord. son mari Nounou 2, ils ont beaucoup fait pour moi. Je suis restée presque 3 ans là-bas. Donc, mais là, t'étais bien. Là, t'étais bien. J'étais énormément bien. J'ai connu le monde de la ferme, de la campagne, les animaux, la chasse, la pêche. Sauf qu'il y avait son fils qui était adulte déjà, qui m'a touché moi, qui a touché un bébé de 2 ans qui était avec moi et qui a touché aussi la grande qui était jeune majeure qui est partie ensuite. Et en fait, la grande, pour pas qu'elle nous touche qu'il nous touche à nous, les 2 petites, elle se laissait violer pour nous. Et Nounou n'a jamais su tout ça. Et à chaque fois que Nounou nous laissait toutes seules, en fait, avec lui dans la maison, on subissait, soit moi, soit la petite A, des attouchements ou des viols. Donc les premières sodomies forcées. Et Nounou ne l'a jamais su jusqu'à bien des années plus tard, quand il a fait à d'autres personnes, notamment ses propres enfants. Et, là c'est dramatique, ça. Ça, parce que tu avais donc un nouveau foyer où le couple papa-maman était très gentil et c'était le fils qui était pervers. Complètement, oui, c'est ça. C'est incroyable, c'est un truc pareil. Et donc, tu dis, en fin de compte, on va dire tes seconds parents, là, ceux qui t'élevaient, là, donc pendant 3 ans, tu m'as dit, donc ils ont découvert la perversité de leur fils à quel moment? Oh, bien des années plus tard, j'étais déjà majeure, j'étais même femme. Mon fils était né, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 7-8 ans. D'accord. 7 ans, oui. Alors, là, dans tout l'épisode déjà que tu viens de déjà raconter, là, déjà, moi, il y a une petite question que j'ai envie de te poser. Au moment où tu es arrivé adulte, d'accord, majeur, tes sœurs, tu les avais jamais revues? Alors justement, j'en venais à là. D'accord. Donc entre mon départ du premier foyer jusqu'à cette famille d'accueil où je me retrouve, où j'étais bien, donc vers mes 11 ans, je crois, j'étais ce qu'on appelle harcelée par l'école, par les enfants de l'école, parce que voilà, j'étais la seule qui était en famille d'accueil et qui n'avait pas de parents, voilà. Donc je subissais aussi beaucoup la violence à l'école par rapport à ça. Et un jour, ils m'ont fait un guet-apens parce que j'étais amoureuse d'un des petits garçons de l'école, enfin, les amourettes de cet âge-là. Ouais, hein. bien sûr. Voilà. Et ils se sont servis de ce petit garçon pour m'attraper et pour me faire un guet-apens et me frapper. Et entre ça et les viols que je subissais par le fils de Nounou, j'ai pété les plombs et j'ai fugué à nouveau. Et suite à cette fugue, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la Providence, en tout cas, m'a fait arriver jusqu'à Pau. À Pau, je me suis assise à un abri de bus. Et là, il y a plein d'enfants qui sont descendus du bus scolaire. Et c'est là que je revois ma grande sœur, Rose, pour la nommer. D'accord. Un concours de circonstances, alors? Un concours de circonstances, voilà. C'est le hasard. Mais c'était important. Du coup, c'est important de le dire. Ouais. Et du coup, Rose et moi, on s'est retrouvés, donc on était heureuses, on s'est pris dans les bras. Elle dormait, elle était entre une famille d'accueil où elle a passé toute son enfance après le foyer, où elle a été merveilleuse, cette famille d'accueil avec elle. Vraiment, elle est tombée sur une très bonne famille d'accueil. Ouais, ça arrive, heureusement. Oui, il faut le dire. Et, oui.
Et voilà, et du coup, ce jour-là, Rose a décidé elle dormait à moitié à l'internat et à moitié dans la famille d'accueil. Donc, on a fait tout un sketch pour que je puisse dormir avec elle à l'internat le soir. Et la journée, je me cachais comme je pouvais dans les rues de Pau. Je squattais avec les zonards, tout ça. Et ironie du sort encore, je connaissais pas mon père, puisque mon père avait quitté la maison par rapport aux violences au tout début. Il avait disparu. Et à mes 28 ans, quand je l'ai retrouvé, j'apprends que le squat où j'ai dormi de nombreuses fois et de nombreuses années était à 500 mètres de chez lui, et que je l'ai croisé souvent sans savoir que c'était lui. D'accord. C'est drôle la vie quand même. Mais c'est un épisode de la vie qu'il faut raconter. Ça a le mérite d'avoir été. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, et puis après, là encore une fois, toujours le même éducateur social eh bien, décide de m'enlever à nouveau de chez Nounou. Hein. Et puis à partir de là, ça a été, j'ai pratiquement fait que ça, foyer, fugue, foyer, fugue, foyer, fugue, foyer, fugue, jusqu'à ma majorité. Donc ça a duré combien d'années alors du coup au total? Parce que là, tu avais quoi, 13 ans? Hein? 5 ans, oui, ça a duré 5 ans. 5 ans. 5 ans. À ma majorité, ils m'ont... Entre-temps, je passe les détails, les abus que j'ai encore subis à cette époque-là, aussi à la rue. Hein. À ma majorité, donc ils m'ont proposé ce qu'ils proposent aujourd'hui, le contrat jeune majeur, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Ça s'appelait le contrat de confiance. Et moi, je l'ai refusé en fait. Donc ils m'ont mis à la porte le jour même de mes 18 ans. Voilà. Et à partir de là, j'ai donc commencé ma vie de jeune femme seule à la rue. Voilà. Mais tu avais ta liberté parce que tu étais devenue adulte en fait. Voilà, c'est ça. Bon, c'est le premier épisode de ta vie, mais il est quand même bien triste. Hein? D'accord? Donc là, maintenant, tu vas nous parler de la suite de ta vie et d'un deuxième épisode aussi triste en fait. Exactement. Donc, pendant de mes 18 ans jusqu'à ce que je devienne maman, j'ai mené une vie de jeune fille et de jeune femme tant bien que mal. Hein. J'ai travaillé, j'ai découvert la société, j'ai fait des saisons. Bref, je suis devenue peintre, puis après je suis devenue photographe de concert. Bref, j'ai eu une vie plus ou moins bien. Voilà. Bon, c'est important quand même. C'est important. Mon premier petit copain était un homme violent. Mon deuxième petit copain était un homme merveilleux. Et puis mon troisième petit copain, c'est le père à mon fils. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir le prénom de ton fils? Oui. Oui, il s'appelle Sonny. Sonny. Ah, maman Sonny. C'est pour ça qu'il y a Sandra Doué, maman Sonny, parce que le fils s'appelle Sonny. Est-ce que pour avant d'aborder le sujet qui va être encore difficile à exposer, j'ai envie de te poser une question qui n'a rien à voir, mais par rapport à ton encadrement et par rapport à où t'es. Je voudrais savoir le nom du nounours qui est derrière. Alors, le nounours qui est derrière, il s'appelle Pinou pour le lapin. D'accord. Et Néné pour le doudou. D'accord. Ah oui, c'est un petit lapin. Je croyais que c'était un petit nounours. C'est un petit lapin. D'accord. Donc, redonne les noms. T'as dit, il s'appelle Pinou pour le lapin. Ouais. Et Néné pour le doudou. D'accord. Bon, ben voilà, c'était pour mettre un petit peu de poésie dans toute cette violence qui t'entoure. D'accord? Amener un petit clin d'œil sourire, en fait. Allez, on aborde le deuxième épisode de ta vie qui n'est pas non plus une mince affaire. Vas-y, Sandra, continue. Donc, en 2014, je rencontre le papa de mon fils. Nous vivons une idylle passionnelle tous les deux pendant 2 ans. Ouais. On s'est vraiment aimés très fort, vraiment, tous les deux. Même si aujourd'hui, il soutient le contraire, croyez-moi qu'il y a eu de l'amour entre lui et moi, vraiment. C'est le principal, c'est ce qui compte.
Voilà, mais je tiens à le dire parce que c'est important quand même aussi. Et puis un jour, ben, j'ai oublié de dire dans l'épisode juste avant que j'ai eu un premier enfant qui est mort dans mon ventre à 7 mois et demi de grossesse. Et à partir de là, les médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Donc, si j'avais un enfant, de toute façon, toutes mes grossesses n'arriveraient pas à terme et seraient compliquées. Donc, j'ai grandi. Alors, attends, parce que pour que les gens, c'est peut-être indiscret ou je sais pas, tu n'as peut-être pas la solution, mais quand tu as perdu ton enfant alors que tu étais enceinte de 7 mois, tu avais chopé quelque chose de particulier pour qu'il y ait la mort de cet enfant? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'étais en déni de grossesse et je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que ça s'est produit. En fait, un jour, je faisais un repas avec des amis et je sais pas, j'ai dû mal me déplacer ou j'en sais rien. Je me suis sentie partir dans le vide. En fait, je voyais tout noir. Donc, ils ont appelé les pompiers et c'est dans l'ambulance qu'on m'apprend que je suis en train de faire une fausse couche extra-utérine. D'accord. Voilà. D'accord. C'était bon, un facteur de la vie, en fait. Voilà. Donc, pendant toutes ces années, j'ai grandi en tant que jeune femme avec l'idée que je ne serais jamais maman. Donc, j'ai été beaucoup traumatisée par cet épisode. Et puis, quand j'ai rencontré le père Assoni, après ces 2 ans d'idylle, eh bien, il a semé la bonne graine, si on peut le dire ainsi, pour rester poli. D'accord. Non, mais donc, c'est lui qui t'a fait devenir maman. Voilà. Et donc, du coup, ben, j'apprends que je suis enceinte. Au début, j'y croyais pas. J'ai refait 3 fois les tests, 3 fois les prises de sang. J'y croyais pas. Quoi. Et puis, donc, ben, est venu le moment où il fallait la prendre à son papa. Ironie du sort encore, quand je me suis retrouvée chez le docteur qui confirmait bien que j'allais être maman hein, et que la grossesse était... J'étais enceinte de 2 mois et demi à ce moment-là. Elle était bien enclenchée et que le bébé était bien collé au corps. Hein. C'était le papa de mon ex-conjoint, H, qui était là. Et donc, du coup, quand il m'a vu sourire, lui, il était là pour des problèmes de diabète. Et il m'a demandé ce qui se passait. Donc, je lui ai dit, ben, papy, tu vas être papy. Voilà. Et alors là, ben, eux, ils sont musulmans, ils sont croyants. Donc, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait des bisous, il a fait des genres de prières, etc. Ça, c'était le papa. Le papa du papa de Sony, son grand-père. C'est son grand-père, d'accord. Bon, c'est le... Bon. Alors, mais ta grossesse se passe bien alors? T'as pas eu de problème? Voilà. Hein? Voilà, la grossesse se passe bien, donc je l'apprends aussi à la mamie, du coup, en rentrant, et papa en rentrant son papa en rentrant du travail. Il a énormément mal pris le fait que ses parents soient au courant avant lui. Et il me demande du coup d'avorter parce qu'il me dit qu'il ne veut pas d'enfant, et surtout pas un enfant de moi, enfin bref, qu'il ne veut pas d'enfant tout court. Donc voilà. Donc moi je lui dis que il est hors de question que j'avorte, hein, puisque c'est ma seule chance, entre guillemets, d'être maman. Donc une grosse dispute éclate dans la maison. Là, il me menace de m'amener lui-même à l'hôpital pour me faire avorter de force, ce que je refuse. Les grands-parents aussi. Il me remenace à nouveau que si je rentre, en rentrant du travail, de toute façon, si je ne veux pas avorter, qu'il allait me faire avorter lui-même, hein, donc par coups et blessures, chose qu'il a essayé de faire. Et c'est sa mère, A, qui m'a aidé à m'échapper de chez elle. C'est carrément à ce stade-là quand même. Voilà. Elle m'a aidé à m'échapper et du coup, je suis restée pendant presque un mois à la rue sur Nice, donc sur la Côte d'Azur.
Et ma sœur, ma belle-sœur, tout ça, ils se sont mobilisés pour m'aider avec l'association Arte des Carmonde pour que je puisse rentrer à la maison, en fait, hein, ici dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Mais entre-temps, j'ai rencontré des Roumains qui m'ont aidé, qui m'ont montré tous les services sociaux où je pouvais manger, où je pouvais me laver, etc., qui m'ont payé des nuits d'hôtel. C'est quoi, des Romains? Tu as dit des Des Romains? Roumains, ouais, des Roumains, ouais. Des Roumains, d'accord. C'est des Roumains qui m'ont aidé, ouais. C'est incroyable. Donc, pendant ce mois de galère sur Nice, enceinte, hein, donc toujours, c'est eux qui m'ont aidé. Et puis après, ma sœur, au début, elle ne me croyait pas qu'en fait que j'étais enceinte, donc elle croyait que je lui faisais des mythos, puisqu'elle savait que je ne pouvais pas avoir d'enfant, donc elle croyait que je lui racontais des bobards pour qu'elle m'aide à payer le train. Donc j'ai dû justifier à ma sœur par le biais d'Arte des Carmonde et une association de la gare à Nice mes grossesses, mes échographies, tout ça, ça a été tout un bordel. Et puis bon, finalement, je suis rentrée à la maison. D'accord. Alors, là, je vais te poser une petite question pour remettre dans le contexte, d'accord? Oui. Quand tu étais passé du 65 au 64, d'accord? Tu es passé du 64 au 06 à quel moment? Alors là, ça n'avait plus rien à voir avec les placements, du coup, parce que en fait. C'est ta vie qui t'avait fait déménager, là. Voilà, c'est ma vie de jeune femme par rapport à un enfant. Un parcours professionnel, en fait, c'est ça. C'est simplement le parcours professionnel. Non, en fait, oui, le parcours professionnel du papa, qui lui travaillait dans le 65, puisqu'il faisait une formation à l'AFPA du 65 pour devenir électricien. D'accord. Il n'y avait pas ça par là-bas, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans un bar du coin qui s'appelle le Celtic Pub. Coucou Jean-Louis. Et excusez-moi, je fais un petit coucou au passage. Mais tu as le droit, d'accord. C'était le lieu de rencontre, en fait, hein, c'est ça. Ouais, enfin, c'est un bar de concert, en fait, où je sais qu'il y a beaucoup de concerts, et on s'est rencontrés comme ça avec le papa. D'accord. C'était le 5 septembre 2014, exactement. Mais tu sais, Sandra, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai rien contre les bars qui font des concerts. Et je vais te le prouver par A plus B, parce que mon surnom, le Caribouman, il m'a été donné par des musiciens parce que j'avais un club de blues. Ah ben voilà. Hein, d'accord? Comme ça, les gens, ils peuvent comprendre pourquoi tu peux tomber amoureux de quelqu'un dans un lieu où il y a de la musique. Voilà, c'est tout. Vas-y, continue. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Si, après, tu te retrouves donc à Nice, tu as ta grossesse qui se passe bien, mais le papa ne veut pas. Voilà, et donc en fait, c'est ça, pour répondre à ta question. Donc, le papa, lui, devait repartir à Nice après sa formation. Et comme on était amoureux et que lui, c'est pas sa vie ici, hein, donc il voulait pas rester ici. Donc, il me propose de le suivre à Nice. Tout le monde était contre et c'est ce que j'ai fait. Contre l'avis de ma famille, de mes amis ici, dans le 65, je suis partie quand même. Voilà, j'étais tellement amoureuse de lui que je suis partie. Et les violences ont commencé d'ailleurs avec lui là-bas. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert son vrai visage. Donc voilà, donc on en revient à l'épisode où il me met donc à la rue, où ces Roumains m'aident. Et puis après, je reviens ici de nouveau dans le 65. Je me retrouve un appartement, je me réinstalle. Là, à ce moment-là, je dois être à peu près à 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Oui. Donc, je me réinstalle. Là, j'ai un premier signalement qui me vient des services sociaux dans ma boîte aux lettres et qui s'est présenté comme ça. Madame Doué, bonjour, nous sommes les services sociaux du 65, je la fais courte. Si vous ne vous présentez pas à nos locaux et que vous n'acceptez pas le suivi qu'on vous propose, on vous prend votre enfant à la naissance. Alors moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rends aux locaux là-bas, je demande à parler au directeur et je demande qu'est-ce que ça veut dire ce courrier de menace explicite de m'enlever mon enfant à la naissance. Je ne comprenais pas, quoi. Et il me dit, ah ben oui, on a reçu un signalement de l'hôpital dans lequel vous aviez été, puisqu'il faut savoir aussi que le père m'harcelait beaucoup au téléphone et tout ça, donc j'étais beaucoup en état de stress.
Et du coup, ben, un jour, il est venu, il a pété les plombs à l'hôpital et il y a une assistante sociale qui a fait un signalement. Et à partir de là, ben, on m'a obligée de faire suivre ma grossesse. Donc voilà. D'ailleurs, ironie du sort, aujourd'hui, on me reproche de jamais m'être occupée de ma grossesse alors qu'elle est suivie PMI de ma grossesse. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on m'a enlevé mon autorité parentale aujourd'hui. Je viendrai après dans le 3e volet. Et voilà, donc voilà. Puis je continue à faire mes suivis, tout ça. Et le papa revient vers les 6 mois de grossesse, il revient. Et là, il me demande de lui pardonner, de ceci, de cela. Il me joue les violons. Et moi, comme j'avais encore des sentiments pour lui, encore une fois, j'ai écouté personne et je suis à nouveau repartie à Nice. Donc, j'ai accouché prématurément à 7 mois et demi de grossesse en haute montagne. Après c'est dur à dire, excusez-moi, une sodomie forcée. En fait, il a éclaté la poche des os et c'est comme ça que Sonny est née prématurément le 15 décembre. Il l'a provoqué. Voilà, il l'a provoqué. Sans le vouloir, effectivement, mais voilà. C'était une perversion voulue, tu penses, ou c'était Ah oui, complètement, oui, puisque de toute façon, c'était pas la première fois qu'il le faisait. Et j'étais alitée, donc j'avais déjà le col très ouvert. Le gynéco lui-même, il avait dit qu'il fallait plus aller au Radada, hein, et qu'il y avait des risques, hein, des gros risques. Donc il a rien voulu savoir et voilà. Donc mon fils est né à haute montagne, sur le col de Vence. Et là encore, ironie ou chance, je sais pas comment on peut l'appeler, c'était la fête du village. Parce qu'il faut savoir que là-haut, il n'y a rien, il n'y a pas de pompiers, il n'y a rien, et que quand il y a un accident ou quelque chose, c'est l'hélicoptère, quoi. Voilà. Et pour une fois, il y avait la fête du village, donc mon fils a choisi son jour, si je peux le dire ainsi. Donc j'ai eu immédiatement une prise en charge par les pompiers, coucou Ulysse, docteur qui a fait naître Sonny. Et puis ses voisins aussi mes voisins qui étaient chasseurs et bénévoles pompiers. Une dame qui était aussi infirmière en néonatologie et qui habitait le village. Donc, suite à ça, ils m'ont tous accompagné à l'hôpital. Hein, donc, voilà. D'accord. En descendant, vu qu'il n'y avait pas eu les soins qu'il fallait, il n'y avait pas eu l'aspirateur, tout ça. Donc, du coup, j'ai failli y rester ce jour-là. Donc, j'ai failli mourir à la naissance de mon fils. Pas après l'accouchement, mais par l'hémorragie interne qui s'est propagée due au sang qui s'est coagulé. Voilà. Et quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai demandé, où est mon fils, où est mon fils, voilà. Donc voilà, Sonny est né, ma merveille. Et puis ça s'est à peu près bien passé. Mon fils était très bien en tant qu'enfant dans l'hôpital. Il était en très bonne santé, tout ça, mais on ne voulait pas le laisser sortir. Le papa, lui, soit il venait pas le voir, soit il venait pour m'insulter devant les infirmières, devant les autres mamans. Et quand j'ai dû sortir de l'hôpital, parce qu'on a des heures, des jours où on peut rester que 13 jours, après on doit sortir. C'était d'autres mamans qui venaient me chercher à la maison de chez papy-mamie pour m'amener voir mon fils et qui me ramenaient. Enfin, ça a été tout un bordel parce que son papa refusait de m'y amener et me faisait galérer. Hein, voilà. Et de là, encore nouveau signalement, du coup, là, sur le fait du papa qui foutait le bordel, quoi. Donc, il refusait de nous laisser sortir malgré que mon fils est un bon état de santé. Et là, encore une fois, c'est les grands-parents de Sonny, donc papy et mamie, paternels, qui ont accepté que les assistantes sociales viennent à la maison faire les suivis parce que sinon, Sonny était placé. Voilà. En fait, ce qui est drôle, c'est le fait que tu t'entendais relativement bien avec le beau-papa, la belle-maman, par rapport au papa de l'enfant Sonny, en fait. Hein, voilà, c'est exactement ça.
C'est Disons triste, que hein. lui, oui, c'est complètement triste, oui. Lui, il s'entend pas trop avec ses parents, notamment avec sa maman, qui l'a violenté d'ailleurs, comme toutes les femmes qui passent sous ses mains, si je peux dire ça en quelques mots. Voilà. Puis Sonny est née, avec les années ont passé. Et puis, 2 ans plus tard, je me retrouve donc à nouveau à Tarbes, encore une fois, puisque on a été mise à la rue par mamie parce qu'il a frappé, hein. Donc mamie, elle en a eu marre de se faire frapper, elle en a eu marre de se mettre au milieu. C'était combien de mois ou d'années plus tard, ça? Alors après la naissance de Sonny, il avait 1 mois à ce moment-là, quand on a été mis à la porte de chez eux, suite à des violences qu'il avait faites sur mamie et sur moi, puisque mamie, quand lui me violentait, elle se mettait au milieu. D'accord, c'est triste. Franchement, c'est d'une tristesse incroyable. Voilà, et puis Du après, coup, un mois après l'année, un mois un après mois, l'année, hein, 1 mois t'es après obligé, la naissance. t'es obligé de redéménager, c'est ça? Voilà, du coup, on se retrouve à la rue à nouveau avec un bébé ce coup-ci. Euh, donc, je fais appel à toutes les personnes que je connaissais, hein, bien sûr. Ma sœur, à ce moment-là, injoignable, elle n'a pas voulu m'héberger. Donc, je me suis débrouillée avec la maman de mon meilleur ami d'enfance de l'école du foyer, qui s'appelait Arnaud, qui avait un hôtel. Arnaud est décédé depuis. Qui avait un hôtel sur un petit village ici dans le 65. Donc, elle propose de m'héberger le temps que je me retourne et que je retrouve un nouveau appartement. C'était un bon principe, en tout cas. Voilà. C'était une belle aide, hein, en tout cas. Donc, de là, elle m'a aidée pendant ces quelques semaines, le temps que je retrouve un appartement. Je finis par trouver un appartement, à signer les papiers avec la propriétaire. Le papa, mon ex-conjoint, se greffe par-dessus. Il lui dit, mais de toute façon, c'est moi qui paye la caution, donc c'est moi qui signe les papiers. Bon, il fait sa loi. La propriétaire me regarde outrée. Je lui fais des petits signes comme ça de la tête pour lui dire, faites-le parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, elle n'a rien dit. Elle a fait les papiers à son nom à lui. De là, les violences conjugales ont continué. Et puis un matin, Sonny, c'est un bébé, 6 heures du matin, il pleure, il a faim, quoi. Voilà, donc je me lève pour lui donner à manger, puisque je l'allaitais à moitié. Et vu que j'avais pas assez de sein dans les poupous, je lui faisais aussi les bibis en complément. Ouais. Du coup, il avait moitié lait maternel et moitié lait en poudre. Ouais. Voilà. Et je vais pour me faire, c'est long, mais c'est compliqué. Je vais pour me faire un café et du coup, ça a réveillé papa. Et puis là, une nouvelle dispute conjugale, violence conjugale vient, qui a été plus forte que les autres. Entre-temps, j'oublie de dire que les gendarmes sont venus à plusieurs reprises aussi par rapport aux violences conjugales. Un des éducateurs sociaux qui m'a suivi aussi, qui s'appelle Monsieur Lopez, je donne son nom parce que c'était un super éduc, donc je peux donner son nom, et puis il est plus de ce monde aujourd'hui. Donc voilà, Monsieur Lopez, dans une de ces violences conjugales, m'a protégée, a décidé de me mettre à l'abri parce qu'il avait vu que Yacine avait essayé de m'étrangler, donc il a vu les traces que j'avais dans le cou. Donc il m'a protégée avec Sonny, il m'a mis à l'hôtel. Il m'a mis, écoute Sandra, je ne peux pas faire plus que t'héberger une semaine. Et il faut absolument que tu déposes plainte. Si tu ne déposes pas plainte, je ne peux rien faire. Et j'avais tellement la trouille au ventre qu'ils me prennent mon bébé que j'ai rien fait. Et quand je suis retournée à la PMI, du coup, pour les soins de mon enfant, ils m'ont dit, écoutez, nous, on n'a pas de place au foyer mère-enfant, parce que j'avais demandé de partir au foyer mère-enfant. Et vous devez retourner chez monsieur, ou alors on vous prend votre enfant, quoi. Voilà. Donc, du coup, je suis repartie et puis les violences ont recommencé. Et ce matin-là, elle a été plus violente que les autres. Et les pompiers, tout le monde est venu. Ça a été le bordel, la catastrophe. De là, il a été raconté de la merde, excusez-moi les expressions, aux gendarmes et aux pompiers. Donc, les gendarmes et les pompiers, ils m'ont embarqué avec le petit.
à l'hôpital. À l'hôpital, arrivé là-bas, on a été auscultés. Voilà. J'étais en train d'allaiter Sony. Il y a le pédiatre qui arrive, il m'a arraché Sony des bras en me disant qu'il fallait l'ausculter, que j'avais secoué mon bébé, je sais pas quoi, des choses horribles. Et moi, je disais que c'était pas vrai, et tout. Il m'a pris mon bébé. Après, il y a 2 infirmières, des camionneuses, là, je les appelle comme ça parce qu'elles étaient quand même assez bien baraquées, carrées. Elles m'ont mise sur un brancard, elles m'ont attachée et puis elles m'ont mis une espèce de piqûre qui m'a complètement shootée. Et là, je vois un psychiatre qui s'appelle, je ne sais même plus, Monsieur Chapard, je crois. Désolée pour les noms si je les donne. Monsieur Chapard, je donne son nom parce qu'il s'est expliqué après quelques années plus tard, quelques mois plus tard plutôt, sur ça. Et effectivement, lui aussi était le premier à croire que j'avais secoué mon bébé et que j'avais, d'après les dires du papa de Sony, hein, donc que j'avais secoué mon bébé et que j'aurais essayé de le tuer à coups de couteau. Alors qu'il n'en était rien du tout, puisque c'était moi qui étais par terre. Bref. Et voilà. Et de là, je me suis réveillée en hôpital psychiatrique. Il m'a dit que je partais. Je n'ai même pas eu le temps d'entendre le psychiatre me dire je partais. J'étais déjà dans les vapes, en fait, avec le shoot qu'il m'avait mis. Et je me suis réveillée en hôpital psychiatrique, dans une salle. Et là, on m'apprend que je vais rester là pendant plusieurs jours et que je dois attendre 3 jours pour voir un psychiatre. Donc, bon, bref, c'est le protocole habituel. Et donc, 3 jours plus tard, je vois la psychiatre, elle m'entend et tout. Et là, elle dit, mais en fait, vous n'êtes pas folle, vous n'avez rien fait, vous êtes victime de violence conjugale, vous n'avez rien à faire là. Je lui fais, ben non, j'ai rien à faire là. Et puis je disais, mon bébé, j'avais que ça à la bouche. Moi, je m'en foutais de tout le reste. C'était Sony qui m'importait. Et du coup, elle a décidé d'appeler les services sociaux pour que je puisse voir mon bébé pour me calmer parce que j'étais en état de stress post-traumatique. Et du coup, j'ai vu mon bébé une demi-heure grâce à cette psychiatre, parce qu'il faut le dire aussi. Cette psychiatre, quelques jours plus tard, je passe devant le juge des libertés, donc 13 jours plus tard. Il faut savoir aussi que pendant ces 13 jours, je n'ai eu aucune médicamentation et que cette psychiatre m'a gardée pour me protéger des violences conjugales que je subissais de mon ex-conjoint. Et du coup, quand elle a dit ça, à la juge des libertés, elle a dit, mais comment ça, elle n'a pas de traitement, comment ça, vous la gardez pour la protéger des violences conjugales pour conjugopathie? Donc, elle décide de me libérer avec l'avocate de l'époque, qui a fait un énorme travail aussi sur ça pour faire reconnaître tout ça. Voilà, et puis de là, je rentre à la maison et j'apprends par le voisin que papa Sony, il s'est barré, hein, clairement, hein, en lui disant qu'il était parti me rejoindre à Nice et qu'on s'installait à nouveau là-bas, enfin, des beaux bars. Alors moi, panique. Voilà, panique. Donc, il a enlevé mon enfant et j'ai pas pu voir Sony pendant plus de 5 mois et demi. Il refusait que je le voie, donc j'ai dû prendre tous les traitements nécessaires pour ne plus allaiter et tout le bordel. Et puis j'étais en panique, voilà. Et là encore, mamie et papy, quand lui partait de la maison et qu'il laissait le bébé là-bas, parce que lui partait souvent faire la fête et puis il laissait le petit à la maison, parce que mamie refusait qu'il prenne Sony, parce qu'il avait tendance à prendre le bébé dans la poussette et à l'amener dans des squats où il y a beaucoup de drogués et de choses pas très catholiques. Voilà. C'est terrible. Mamie refusait qu'il parte avec lui. Voilà, et du coup, je sais que c'est très long ce que je raconte, je suis désolée, je voulais en venir au fait, mais c'est tellement, ça me prend les tripes. Et voilà. Et du coup, mamie refusait, et c'est elle et papy qui m'appelaient en cachette dans son dos
pour que Sony puisse maintenir le lien avec maman et entendre ma voix pour ne pas m'oublier. Et moi, la sienne, du coup, avec ses RE. Voilà, donc ça a été la première. Voilà. Entre-temps, lui, il avait demandé la garde exclusive au tribunal d'ici du 65. Et ce que je ne savais pas, bien sûr, hein, c'est que quand moi, il m'avait fait enfermer en HP et qu'il s'était barré avec notre enfant, il avait déposé les papiers pour faire une demande de garde exclusive auprès du juge aux affaires familiales. D'accord. Ça, je l'ai su bien après. Il t'a trompé un maximum. Donc là... Voilà. Suite à ça, donc on se sépare à nouveau. Voilà. Et je cherche mon bébé partout. L'avocate fait les papiers qu'il faut, etc. On arrive enfin devant le juge aux affaires familiales. Mon fils avait 6 mois et demi, 7 mois presque à ce moment-là. Yacine refuse, le juge aux affaires familiales nous donne l'autorité parentale conjointe et la résidence à maman. Il le punit lui, puisqu'il m'a privé de voir mon fils pendant 5 mois quand même. Bien sûr, toujours avec des menaces qui s'en suivaient, le chantage, bon, voilà, tout ça, ça a été prouvé par le tribunal. Voilà, et puis voilà, et puis du coup, il a très mal pris le fait que la juge le punisse et qu'elle lui dise de me rendre notre enfant. Donc ça se passe en quelle année, ça? Ça, c'était en 2016. D'accord. Donc, alors, la suite de tout ça, c'est quoi, alors, du coup? Oui, j'en viens. Donc, en 2016, on me confie mon enfant, tout se passe bien. Pendant 2 ans, malgré les déboires avec papa, les plaintes, les ceci, les cela, les violences qui continuaient, le harcèlement, etc. Mais ça allait à peu près, si on peut dire ça comme ça. Rien ne se passait. Et puis, je retrouve le même éducateur social qui m'a violée quand j'étais enfant à l'AMO, puisqu'on a eu un suivi AMO avec le JAF. Et c'est là que je retrouve monsieur Champomy, je vais l'appeler. Monsieur Champomy. Je retrouve donc cet éducateur qui m'a fait du mal enfant en face de moi. Et ils se sont mis en commun accord avec Yacine pour déposer des plaintes contre moi pour non-représentation d'enfants notamment, puisque Yacine recevait des toxicomanes, héroïnomanes, seringo-bras chez lui, et que c'est vrai qu'une fois ou deux, j'ai refusé par peur. Sony commençait à courir, à mettre tout à la bouche, et j'ai refusé de le laisser aller chez son père. A contrario, son père le voyait dans des jardins publics ou dans des lieux publics, voire même chez moi, puisque des fois, il squattait chez moi. Voilà. Et malgré tout, il déposait des plaintes contre moi. Donc, j'ai été relaxée pour ça. Lui, il a été condamné pour abandon de famille, le même jour d'ailleurs. C'était en juin 2018 qu'on est passé au tribunal pour ça. Et voilà, en juin 2018, Yacine revient à nouveau à la maison. Une nouvelle violence conjugale éclate. Et là, il s'en prend à Sony et le colle contre le mur et il lui dit d'arrêter de pleurer, que c'est pas un PD, que les PD, ils n'ont pas le droit que c'est un garçon, qu'il n'a pas le droit de pleurer, que c'est pas une fillette, que c'est pas un PD. Et moi j'ai pris peur et je suis partie me réfugier chez un pote. Voilà. Ce pote, malheureusement pour moi, le matin, moi je dormais, il devait être 5h30, 6h du matin, je ne sais même pas quelle heure il était. Il a mal refermé la porte derrière lui et le chien, il a ouvert la porte. Mon chien a ouvert la porte et a suivi. Il est parti faire un tour et Sony l'a suivi. Et c'est un papy qu'il a retrouvé du coup dehors et qui a appelé bien sûr les gendarmes et la police, tout le bordel, puisqu'il ne savait pas d'où venait cet enfant. Je pense qu'on aurait tous réagi pareil. Donc j'en veux pas à ce papy-là d'avoir fait ça. Donc j'ai été entendue ce matin-là. Je ne sais pas si vous imaginez, 2 heures plus tard, je me fais réveiller par 5 dames, encore des camionneuses. Coucou mesdames les policières, des camionneuses qui me réveillent et qui me disent que mon fils il a eu un problème, qu'il faut que je les suive au commissariat. Moi je vois plus mon ami, je vois plus mon chien, je vois plus mon fils, je vois plus personne, et je vois que ces dames qui me disent
qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut que je vienne au commis. Une fois arrivée au commis, elles m'apprennent du coup qu'ils ont retrouvé mon fils dehors tout seul en couche à la rue au petit matin. Et moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qu'elles me disent. Donc, elles me demandent d'appeler l'ami chez qui j'étais hébergée. Lui, il arrive et il confirme qu'il a oublié de mal refermer la porte derrière lui, mais qu'il était tellement pressé et tellement en retard au travail qu'il n'a pas fait demi-tour pour fermer la porte. Et que c'est vrai qu'il aurait dû me réveiller parce qu'il avait vu le petit jouer au pied du lit, quoi. Son nid était déjà réveillé, quoi. Qu'il n'avait pas donné à déjeuner et qu'il était parti comme ça à l'arrache. Donc, une dispute éclate dans le commissariat entre lui et moi, donc il décide de nous séparer. Le procureur reconnaît que le danger ne vient pas de moi, mais bien de monsieur, et me laisse partir avec mon fils dans les bras du commissariat. Et donc, il enlève l'information préoccupante ce matin-là. Donc, je rentre chez mon collègue, je lui amène, je mets Sonny à table, puisque quand même, il n'avait pas déjeuné tout le matin, donc je le fais manger. Et à midi, toujours le même éducateur en question, Champomy, il appelle et il me laisse un message sur le répondeur en me disant « Allô Sandra, c'est Champomy, tu me prépares un sac, le doudou, 3 fringues, la susu du petit, il est passé. » Et moi, j'ai tellement eu peur que, ah oui, j'ai fait le sac, j'ai fait la doudou et le susu et tout ce qu'il fallait. Et je suis partie, j'ai regardé Alain, j'ai dit, moi, il est hors de question qu'il me prenne le petit. Et j'ai flippé, voilà. Donc, je suis partie. Je me suis réfugiée en Espagne pendant presque 2 mois, où j'ai été retrouvée là-bas. Je me promenais, donc il a toujours été à l'abri, hein, mon enfant, pendant ces 2 mois. Hein. J'ai toujours été soit hébergée par des amis espagnols, soit dans les hôtels. Bref, voilà, il était à l'abri quand même, hein, il n'était pas à la rue. Voilà, et puis à Barcelone, il y a la plage là-bas, et je me promenais sur les coins de la plage, et moi, je ne suis pas habituée aux grosses chaleurs, et j'ai fait un malaise vagal. De là, je me retrouve à nouveau, je me réveille, je suis à la Croix-Rouge espagnole, enfin un genre de Croix-Rouge espagnole. Et là, il m'explique du coup que j'ai fait un malaise vagal, que je cherche mon fils partout. Il était dans une salle de jeu en train de jouer avec des immigrés, des personnes immigrées qui étaient hébergées dans ce lieu, qui s'occupaient de lui d'ailleurs, je les remercie. Et voilà. Et de là, ben, je vois les mozos espagnols arriver et ils me prennent, ils me regardent et ils me disent qu'ils m'embarquent, que c'est pas normal qu'une femme française soit en vacances toute seule ici à Barcelone. Bon, bref. Arrivé au commis espagnol, pareil, ils me disent, je suis restée 8 heures là-bas sans voir d'avocat, sans rien du tout. L'un des policiers me dit que j'aurai pas de problème, que tout va bien se passer et tout. Et à un moment donné, ils me changent de bureau, ils me mettent dans leurs locaux, là où ils se changent à eux, où ils boivent le café, tout ça, il y a un canapé pour que je sois soi-disant mieux avec mon enfant, mais en fait, ils m'ont monté un guet-apens. Et de là, les services sociaux sont arrivés espagnols pour me prendre mon bébé et moi, mon petit garçon qui avait 2 ans et demi à l'époque, Sonny. Et moi, je refusais de leur laisser mon enfant, quoi. Je leur laissais et je voulais pas. Je leur disais, mais j'ai des droits, je veux voir un avocat, je veux voir un médecin, je sais pas pourquoi vous voulez mon enfant, je sais pas qu'est-ce que vous avez à me reprocher, je veux voir un avocat. Ils n'ont pas voulu. À un moment donné, il y a une des mozos espagnoles, une des femmes mozos policières, qui en a eu marre et elle m'a foutu un coup de taser dans la jambe. Et c'est depuis, en fait, ils m'ont électrocuté avec Sonny dans les bras pour pouvoir me l'enlever. Et Sonny, je l'entends encore hurler « Maman, maman ». Moi, je me retrouve par terre comme ça, les 4 fers en l'air, comme un chien, à même pas pouvoir hurler. Et c'est depuis que je suis plus ou moins sur un fauteuil roulant et que j'ai des difficultés à marcher. Voilà. Ah, c'est triste, en fait. C'est très triste. Voilà. Donc, bon. Et donc, du coup... Ouais. Non, mais tu as pu ton enfant depuis ce moment-là, en fait. Alors, plus ou moins, oui, voilà. Et puis après, bah, tout s'est enchaîné. Donc, ils l'ont extradé en France dans un lieu secret en famille d'accueil.
La famille d'accueil, pareil, elle m'a pris en grippe. C'est pour faire court, pour finir, hein, parce qu'on est presque à 1 heure déjà. Elle m'a pris en grippe avec le papa. Ils ont déposé des plaintes contre moi pour harcèlement téléphonique et appel malveillant. Voilà. Et puis, donc 2 ans plus tard, mon fils est resté placé chez elle. J'ai été donc poursuivie en ce qui concerne moi pour soustraction de mineurs internationale. L'avocat de l'époque, que j'appelle Best Lawyer, fait reconnaître par la cour que le placement est abusif, qu'il n'y avait pas d'ordonnance de placement, qu'il n'y avait pas d'ordonnance ni de légalité à l'extradition et que je n'apparaissais pas non plus dans le fichier des personnes recherchées, etc. Donc, j'ai été relaxée une première fois par la cour qui confirme que l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, n'était pas en droit de me prendre mon enfant. Donc, à ce moment-là, on était en 2019, ils auraient dû me le rendre. Ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont fait appel. En 2020, je repasse donc en cour d'appel pour la soustraction de mineurs. La cour d'appel confirme les mêmes faits, hein, voilà, pour les mêmes causes, et ils disent bien qu'ils doivent me rendre mon enfant, clairement. Et là encore, ils ont pas voulu. Donc, le papa, en 2016, avait fait appel de la décision du juge des affaires familiales. Et pendant 4 ans, ça a été prorogé. Et donc, suite à la relaxe, 1 mois plus tard, après la dernière relaxe, ils m'ont pris mon autorité parentale en m'accusant d'une non-représentation d'enfant à laquelle j'ai été relaxée à l'époque et de ne me jamais m'être occupée de ma grossesse, de ma santé, etc., alors que c'est faux. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont donné la garde exclusive depuis 2020 et l'autorité parentale exclusive au papa. Ce papa qui ne l'a pas reconnu, puisqu'aujourd'hui je détiens la preuve qu'il ne l'a jamais reconnu. Voilà, et à partir de là, eh bien, ça a été compliqué. Et Sony est placée depuis chez son papa, depuis donc le placement inversé, hein, voilà, depuis 2021. Sony parle aussi des violences de son papa, mais des coups qui met, des violences physiques et psychologiques surtout. Et personne ne l'écoute et personne ne nous croit. Et l'ASE, ils s'en foutent. Et comme je suis devenue entre-temps une lanceuse d'alerte et que j'ai beaucoup parlé de tous ces dysfonctionnements, de notre histoire, de plein de choses, eh bien, ils m'ont pris en grippe et ils font tout pour ne pas que je voie mon fils. Et depuis 5 ans, donc je vois mon fils 1 heure par mois en lieu médiatisé, avec de nombreuses coupures de plusieurs mois. Et là, j'ai droit qu'à, puis toujours pareil, hein, donc on me remet après des droits de 1 heure, et puis on me recoupe, et puis on me remet 1 heure. Et là, c'est toujours pareil, j'ai toujours droit qu'à 1 heure par mois, avec un appel téléphonique tous les 2 mois, surveillé, médiatisé. Donc on m'empêche d'être maman, d'avoir mon rôle de maman, et on protège un homme violent et des personnes défaillantes, donc qui ont entravé malheureusement pour moi la justice et les magistrats qui ont participé à tout ça. Bon, écoute Sandra, tu as raconté toute ton histoire. Je pense que ton témoignage, du début jusqu'à la fin, les gens vont pouvoir l'entendre, d'accord? Parce que tu as fait ce qu'on avait dit tout à l'heure, tu as respecté la chronologie de tous les faits, l'enchaînement. J'espère simplement que ce témoignage-là, dont tu auras la copie, bien entendu, hein, donc que je mettrai en ligne, que je présenterai aussi à ma réunion que j'organise. Tu es au courant que j'organise 3 jours importants en Bourgogne, à côté de Beaune, 21 360. Et il y aura des gens qui t'aideront, ou en tout cas qui feront tout pour te soutenir. Mais ton témoignage, il est d'importance, Sandra. Parce que je veux donner la parole à plein de mamans à qui ce genre d'événement arrive. Et c'est à force de le dire et de le faire savoir que peut-être demain, les choses, elles pourront changer. D'accord, Sandra? On le souhaite pour nos enfants et pour les enfants de l'avenir de demain. D'accord. Ben écoute, en tout cas, tu es au courant de ce que je prépare pour la fin du mois de mars. D'accord? Oui. J'espère que si autour de toi, tu as d'autres mamans qui ont envie de témoigner, surtout, tu leur dis,
je ferai comme je viens de faire avec toi, je leur donnerai la parole. Absolument. Caribou, est-ce que je peux rajouter une dernière chose avant de quitter l'antenne, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi. Je voulais aussi dire que tout ça, ça a eu des conséquences énormes sur ma santé. Ouais. Qu'aujourd'hui, je ne fais plus que 31 kilos et que j'ai du mal à reprendre du poids. Et je voulais juste dire que le désenfantement tue et tue à petit feu. Et c'est très important de le dire aussi parce que j'ai fait un gros burn-out à cause de tout ça. Et le désenfantement, désenfanter une maman ou un papa, c'est pas un jeu. C'est très traumatique. Et les enfants en souffrent, les parents en souffrent. Et à mon niveau de maman victime et d'alerteuse, je ferai tout ce que je peux pour que, voilà, pour continuer de parler, de dénoncer, et j'espère de pouvoir aider d'autres personnes à mon niveau, comme toi tu le fais, Caribou. En tout cas, je te remercie pour ton événement et je pense que ton événement va apporter beaucoup à tous et à toutes. Tu auras beaucoup de monde et bien sûr, si j'ai des mamans ou des papas qui souhaitent témoigner, ou des anciens enfants victimes aussi d'ailleurs, je te les envoie. Tu peux compter sur moi. Je te remercie, Sandra. C'est moi qui te remercie, Caribou. Je t'envoie des bisous pour te remonter un petit peu le moral. D'accord? Je te dis à bientôt, Sandra. D'accord? Hein? Et bon? soyez forts et courageux. Merci, Sandra. J'envoie le générique de fin et je te dis à bientôt. Merci. À bientôt, Caribou. Merci à toi.